À la une ce soir, 64 lignes du réseau Mosaïque paralysées aujourd'hui. En cause, les agents d'entretien chargés d'acheminer le carburant pour les bus ont cessé le travail. Un débrayage pour protester contre de mauvaises conditions de travail, justement. Les cours ont enfin commencé au Lecta de Croix-Rivaille. La rentrée des classes 2017 a eu lieu ce matin. Les professeurs ont annoncé tout mettre en place pour rattraper le retard accumulé. Reprendre le travail après un cancer. Une thématique abordée aujourd'hui à la Villa Rose dans le cadre d'Octobre Rose. Plusieurs femmes ont pu bénéficier d'ateliers de préparation au retour à la vie active. Et puis enfin, il n'y a pas de conséquences sur les bébés dont les mamans ont contracté le Zika pendant la grossesse. C'est le résultat d'une étude menée par une équipe du CHU de Martinique qui ne concerne que les nourrissons qui avaient des échographies prénatales normales. Le professeur Medjoubi, que vous voyez à l'antenne, radiologue coordinateur de l'étude, est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cet accident dramatique qui a eu lieu cet après-midi sur le chantier immobilier qui se trouve à Lens-Gouraud, à Schellcher. Un homme de 34 ans qui travaillait sur une grue à une vingtaine de mètres de haut a fait une chute mortelle aux alentours de 15h30. Selon les premiers éléments, c'est la plateforme située à l'entrée de la cabine qui aurait cédé. L'homme a atterri sur des éléments en béton sous les yeux des autres ouvriers. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le ranimer. Certains travailleurs qui ont assisté à l'accident ont dû être pris en charge par les secours en état de choc. Les usagers des réseaux Mosaïque ont dû une nouvelle fois se débrouiller par leurs propres moyens aujourd'hui. Les bus de 64 lignes sont restés à l'arrêt toute la journée. En cause, le débrayage des agents d'entretien de la CFTU, notamment ceux qui acheminent le carburant pour les bus. Ils remettent en cause certains aspects de leurs conditions de travail. Explication d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Les abris sont déserts et les bus sont bloqués au parc. Une vingtaine d'agents d'entretien et de maintenance remettent en cause l'organisation de leur emploi du temps. Sur un mois, nous n'avons pas de week-end. C'est-à-dire on travaille 4 semaines consécutives sans avoir de week-end. Au bout de la 5e semaine, on a le repos. Bien sûr, la semaine, on a 35 heures réparties sur 5 jours et en même temps, le samedi et le dimanche, nous avons des planifications de prise de service de midi jusqu'à 22h30. Un planning trop dense selon eux. Ils demandent instamment à leur direction de revoir la répartition de leurs heures de travail. Aujourd'hui, c'est faire des commissions et revoir comment on peut recaler tout ce petit monde pour qu'ils puissent avoir un week-end au moins chaque mois. Nous sommes en NAO, donc nous profitons aussi d'alerter la direction sur ces plannings qui sont très pénibles. Sans carburant, par la force des choses, les conducteurs de bus sont solidaires du mouvement. Les agents exercent leur droit de retrait depuis samedi dernier. Pour certains usagers, la coupe est pleine. Rosita est auxiliaire de vie. Pour se rendre chez ses patients, elle emprunte le bus jusqu'à 10 fois par jour. Bloquée et à bout de nerfs, elle est venue exprimer son désarroi au siège même de la CFTU. Depuis 5 heures du matin, je suis déjà partie. Ce matin, j'attends le bus, on me dit qu'il n'y a pas de bus, ils sont en grève. Alors j'ai dû prendre à pied alors que j'avais un malade à aller voir. C'est que c'est tout le temps, madame. Si ça fait 40 ans que je prends le bus, ça fait 40 ans que ça dure. D'accord? Parce que moi, le mois de juin, je devais travailler à Terreville. Je n'ai pas été payée parce qu'il n'y avait pas de bus. Ça me revient un salaire en moins. Vous voyez, vous avez des gens, ils s'en foutent. S'il n'y a pas de bus, ils ne vont pas travailler. Mais moi, non. On ne peut pas aller au docteur, on ne peut pas aller au malade, on ne peut pas faire rien. Il faut payer bien que quelqu'un m'entende. Et des réponses, c'est ce qu'attendent également les agents en grève. Ils ont été reçus cet après-midi par Alain Alfred, le président de la CFTU. À 18h, les discussions se poursuivaient encore. Les agents ont indiqué que la circulation ne reprendrait pas tant que leur doléance ne serait pas acceptée. Et demain, ce sont les agents de la fonction publique qui sont appelés à se mobiliser en relayant le mouvement national pour protester contre plusieurs mesures annoncées par le gouvernement. Les organisations syndicales locales se sont réunies toute la journée pour mettre en place un plan d'action de grande ampleur. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Cette action a été prévue depuis un moment par l'intersyndicale au niveau national. Quelques heures avant d'aller au front, les principaux syndicats enseignants font le point. Pour la 3e fois depuis leur signature, les ordonnances Macron sont une nouvelle fois dans le collimateur des fonctionnaires. Le point d'indice a été gelé.
Il y a aussi nos revendications aussi, c'est le jour de carence qui a été remis au niveau de la fonction publique. On a vu aussi de l'enseignement agricole, il y a eu des problèmes. Au niveau du premier degré, la suppression de postes d'assistants d'éducation. Ce gouvernement est en train de remettre en cause toutes les avancées qui ont été faites au gouvernement précédent. Des revendications nationales et locales donc, dont certaines portent sur des dysfonctionnements présumés au niveau du rectorat. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain lycée du centre-sud de la Martinique dans lequel on garde des heures de cours pour les fils et les filles d'eux. Nous considérons que c'est inadmissible. Nous respectons nos mandats de commissaire paritaire. Nous n'irons pas plus loin, mais nous préférons par ce biais-là, parce que c'est ce biais-là que nous avons, prévenir le rectorat que nous ne nous arrêterons pas là. La totalité des organisations syndicales appelle donc les fonctionnaires, tous secteurs confondus, à se retrouver demain. Le mouvement national sera relayé demain par déjà un rassemblement à la maison du syndicat à 8h. C'est un appel de l'intersyndicale, les tracts ont été envoyés et ensuite pour faire une manifestation. Une nouvelle mobilisation qui intervient quelques jours seulement après la fin de celle contre le gel des contrats aidés. Le SNES FSU se dit aujourd'hui conscient de la difficulté à manifester de nouveau. Néanmoins, les établissements scolaires ne seront pas fermés et les élèves accueillis. Et notez en bref que le sénateur maire du François, Maurice Santiste, informe par communiqué que le fonctionnement des écoles du François sera fortement perturbé demain. En fonction du nombre de grévistes dans chaque établissement, les services périscolaires seront assurés au cas par cas. Les parents sont donc invités à prendre les dispositions nécessaires. Cette fois-ci, c'était la bonne. Après un mois de septembre agité, une rentrée avortée la semaine dernière, les élèves du LECTA de Croix-Rivaille ont repris les cours aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les lycéens, bien sûr, mais pour toute la communauté éducative qui compte mettre les bouchées doubles pour combler le retard. Reportage de Loïc Richis. Plus de temps à perdre. Cette classe de BTS agronomie et production végétale effectue ses premiers cours de l'année. Les reports successifs de la rentrée depuis le mois de septembre semblent loin. Les lycéens ont déjà leur examen en tête. Surtout pas stressés, les professeurs sont derrière nous. Nous sommes aussi intéressés et par la suite aller à l'examen final, mais pas avec cette peur justement, mais d'être confiant et de partir avec une bonne mentalité. Moi j'avais du travail, on fait la classe, puisqu'on était il n'y a pas longtemps en 2 mois de stage. Donc moi j'ai continué à travailler sur mon rapport de stage, je me suis avancé. Établissement bloqué, changement de direction et remous administratifs ont longtemps perturbé le lycée de Croix-Rivaille. Aujourd'hui, élèves, parents et équipes pédagogiques regardent dans la même direction. Le retard accumulé, il sera rapidement comblé dans la mesure où les enseignants ont beaucoup travaillé sur leur dossier et puisqu'ils sont là pour pouvoir permettre aux élèves de travailler dans de bonnes conditions, je ne pense pas qu'il y a du retard et je ne pense pas que le LECTA de Croix-Rivaille soit plus en retard que d'autres établissements scolaires dont nous avons eu également d'autres types de grèves. Dans les faits, les scolaires ont perdu plus d'1 mois de cours. Des aménagements devraient être faits pour combler ce retard, nous dit-on. Ça peut passer par mettre des heures en semaine, mettre des heures quand on a un enseignant absent, parce que ça arrive malheureusement, se débrouiller pour qu'il y ait le maximum de rattrapage de ces heures-là. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de réussir et de préparer bien nos élèves aux examens. Place au travail. Un peu moins de 200 élèves ont retrouvé le chemin de l'école aujourd'hui. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'aux vacances de Toussaint. Direction Saint-Martin qui tente toujours de se remettre du passage de l'ouragan Irma. Pour rappel, ce sont 9 bâtiments sur 10 qui ont été détruits. En attendant les travaux de reconstruction, ce sont les habitants eux-mêmes qui s'organisent pour réaménager leur territoire. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Toitures arrachées, maisons éventrées. À Saint-Martin, un mois après Irma, pour beaucoup, l'heure est au rafistolage. Là-bas, c'est pas à étage, non. Ça, c'est juste pour protéger un petit peu. Ce magasin vend des matériaux de construction. Depuis peu, les stocks sont approvisionnés. On y trouve des feuilles de tôle et des sacs de ciment. C'est la réparation d'urgence, donc ça va être des contreplaqués en bois, des bastins en bois, des bâches. Reconstruire dans les 6 mois. Objectif des propriétaires de cette maison. L'intérieur a été complètement détruit par les vagues. Ici, c'était le salon et la cuisine. Ils ont déjà reçu la visite d'un expert
Ils attendent maintenant le déblocage des fonds pour commencer les travaux. On verra en fonction de l'argent qui nous sera versé par les assurances, comment on refera l'intérieur, mais on le refera, c'est sûr. Si on doit repeindre nous-mêmes parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire la peinture, on le fera. Hein. Leur vie, ils la conçoivent toujours ici, au plus près de la mer, malgré les risques naturels. On entend toutes sortes de rumeurs qu'on n'aura pas le droit de construire ci ou là, etc. Moi je dis, si on trace une ligne rouge ici chez nous, il faudra faire pareil en Martinique, en Guadeloupe, à Marie-Galante, aux Saintes, à l'île de Ré, à l'île d'Oléron, à Saint-Tropez et partout. Et ça va leur coûter très cher, donc on ne se laissera pas faire. Un peu plus loin, nous rencontrons Marion et Cédric. Eux aussi ont tout perdu. Leur appartement restera longtemps inhabitable. Pour le jeune couple, l'avenir reste incertain. Du coup, pour vous, la reconstruction, c'est pour quand ? Ça va être très long. On est dans une résidence, donc il y a un syndic de copropriété. Ça n'a pas encore été officialisé, mais les rumeurs tournent comme quoi le bâtiment serait entièrement détruit et remonté. 95% des constructions ont été impactées par l'ouragan. De la simple toiture à la disparition totale, la reconstruction est un chantier qui prendra plusieurs années. Comment travailler après un cancer? C'est la thématique qui est abordée aujourd'hui à la Villa Rose. Comment gérer le regard des collègues? Comment se reconstruire? Autant de questions qui ont été traitées sous forme d'atelier. José Lechertier a pris quelques notes. Regardez. Vous n'avez pas peur en fait. Vous n'avez pas peur. En 2009, Sophie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Sa vie bascule, mais elle ne baisse pas les bras et entame son parcours de soins. Après la fin du protocole thérapeutique, cette travailleuse indépendante, formatrice dans le domaine artistique, décide de reprendre son activité professionnelle. Je me suis aperçue que mes clients m'avaient attendu. Pour une grande partie, j'ai un socle de clients fidèles qui est resté. Et j'ai eu malheureusement la surprise et la tristesse de découvrir que certaines personnes étaient parties. Et avec le temps, j'ai vu que c'était pour toujours. Il y a eu notamment une personne qui s'est enfuie littéralement à l'annonce du cancer. Je pensais qu'il était clair pour tout le monde que cette maladie n'était pas contagieuse, puisque c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie qui se fabrique, ce n'est pas une maladie qui s'attrape. Je suis dans l'arrêt de bus, j'ai mis une chemise assez large. Tout comme Sophie, Josiane a vu son quotidien changer radicalement. Le traitement du cancer n'a eu aucun effet sur elle à ce jour. Elle en est à sa 5e récidive et le travail a dû passer au second plan. J'ai été arrêtée au moment où je l'ai su pour entamer mes soins et j'ai dû reprendre le travail. Malheureusement, les choses ont recommencé. J'ai dû repartir. Jusqu'à ce jour, je suis en arrêt puisque je continue mes traitements. Mais je me dis que pour le moment, j'attends d'avoir un résultat satisfaisant pour pouvoir reprendre. Parce que ça ne sert à rien en fait de se précipiter quand on est dans ce circuit-là, de se précipiter pour reprendre le travail. Je pense qu'il y a un moment où on doit s'arrêter, se poser et prendre le temps aussi de s'occuper de soi. Prendre du recul, voire remettre en question ses choix professionnels. Après une telle maladie, bien souvent, le rapport au travail change. C'est un événement qui permet en fait de se reposer des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, peut-être se réorienter professionnellement tout simplement. On avait certainement un travail et maintenant on a peut-être une idée différente de l'activité professionnelle et ce qu'on veut en faire en fait, voilà. Il faut réfléchir sur soi, il faut partir de soi, il faut essayer de vraiment se connaître, apprendre à nommer ses talents naturels, à savoir ce pourquoi on est fait en fait, voilà. Donc moi c'est ce que je fais, c'est que j'analyse la personnalité professionnelle des gens, je leur dis bah voilà en fait tu es faite pour voilà quels sont tes talents profondément qui sont inscrits en toi et pour te réinsérer dans la vie professionnelle, va dans le sens de tes talents qui sont naturels. L'atelier Retour à l'emploi fait partie de la 50aine proposée toute cette semaine à la Villa Rose autour de nombreuses activités comme la remise en forme, l'esthétique, la psychologie, l'écriture ou encore la nutrition. C'est 6, loin et pousse contre l'air, pousse.
Santé toujours, une équipe médicale du CHU de Martinique vient de publier les résultats d'une étude importante sur le virus du Zika. Les recherches ont révélé qu'il n'y aurait pas de conséquences sur les bébés dont les mamans ont contracté le Zika pendant la grossesse. Un résultat qui ne concerne que les nourrissons qui avaient des échographies prénatales normales. Pour en parler, nous recevons le professeur Mej Doubi, radiologue et coordinateur de l'étude. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes. Comment ont été réalisées ces études déjà ? Cette étude s'est focalisée sur les enfants qui paraissaient sains, puisque l'on sait que le Zika provoque des microcéphalies dans quelques pourcents des cas. Et nous nous sommes focalisés sur les autres pourcents, ceux qui avaient des échographies prénatales normales. Donc au début de l'épidémie, qui date de fin 2015 et qui s'est prolongée jusqu'à octobre 2016, le ministère de la Santé a recommandé de faire des IRM aux enfants dont la mère avait eu une infection avérée par le virus Zika. Et donc nous avons étudié une centaine de nourrissons que nous avons convoqués et à qui nous avons réalisé une IRM dans les premiers mois après la naissance. Alors maintenant que cette étude a eu lieu, est-ce qu'il y aura quand même des contrôles qui seront faits sur les mamans qui ont contracté le virus du Zika pendant la grossesse ou ces résultats sont définitifs? Ils ne sont effectivement pas définitifs. En plus de l'imagerie, il faut faire un suivi clinique qui va être assuré pendant plusieurs années, soit par le médecin traitant de ces enfants, le médecin généraliste, ou par des pédiatres qui vont les évaluer spécifiquement avec des tests neurosensoriels pour voir s'il n'y a pas des anomalies cliniques qui pourraient apparaître tardivement en rapport avec le Zika. Alors justement, jusqu'à quel âge le cerveau peut mûrir, évoluer? Jusqu'à quel âge on doit faire ce type d'études? On doit surveiller les enfants. Vous le savez, le cerveau des enfants évolue pendant plusieurs années, on va dire jusqu'à 7-8 ans. Mais enfin, dans les premières années, si le développement psychomoteur, intellectuel est normal, c'est rassurant. Aujourd'hui, tout laisse à penser que les enfants qui ont eu le Zika et qui n'ont pas eu d'anomalie détectée très tôt, dès la naissance, il y a de très fortes chances que ce soit juste des enfants totalement normaux. D'accord. Bon, en attendant, ils n'ont qu'un an et demi. Donc, on verra après pour la marche, l'apprentissage du langage et tout ça, c'est ça? Exactement. Il s'agit d'avoir un suivi rigoureux et de détecter, même s'il y avait des anomalies très fines. Mais enfin, en Martinique, le suivi des enfants est quand même réalisé dans un cadre rassurant, avec des médecins de qualité. Donc, on ne devrait pas échapper, s'il y avait quelque chose de fin, on devrait pouvoir le détecter. Alors, à quoi servent ces études concrètement? Une fois qu'on sait ça, à quoi ça sert? Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Zika, même si c'est un virus qui est connu depuis la fin des années 1940, ne provoquait aucune inquiétude et pas de recherche jusqu'à il y a 4-5 ans. Et pourquoi cela? C'est parce qu'il était confiné à quelques pays, dans des endroits très isolés, en Afrique tropicale. Depuis 2013, ce virus a commencé à se déplacer dans le monde et il n'est devenu une pandémie mondiale qu'en 2015-2016. Oui. Et là, on s'est aperçu finalement, on n'avait pas assez travaillé sur ce virus-là et qu'il avait des éléments extrêmement inquiétants, aussi bien chez la femme enceinte que chez l'adulte. Donc, depuis 2015-2016, toujours les quelques années qui vont venir, il faut augmenter le volume des connaissances sur cette pathologie. Et c'est à partir de là que l'on pourra vraiment savoir quelle est sa dangerosité, son potentiel de mutation et les conséquences réelles et chiffrées sur son effet nocif. Donc nous sommes dans des années qui sont cruciales. Au-delà, et à condition qu'il ne mute pas, eh bien on aura un bagage scientifique et de recherche qui nous rassurera pour plusieurs années. Alors, le résultat de votre étude a été publié dans une revue médicale très prestigieuse. Est-ce que vous êtes la seule équipe française qui a travaillé sur le dossier ou il y en a eu plusieurs? Est-ce qu'il n'y a que la Martinique qui a travaillé là-dessus?
Il se trouve que pour étudier ce virus, il faut être dans un milieu tropical. Beaucoup d'études ont été publiées par des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, mais souvent ils ne bénéficiaient pas des capacités de recherche et des moyens matériels dont nous disposons en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc nous ne sommes pas la seule équipe à travailler dessus, mais par rapport aux équipes hexagonales, eh bien, nous avons l'avantage d'être en avant-garde. Il n'est pas exclu que ce virus ensuite s'attaque au sud de l'Europe. Mais en attendant, nous sommes un peu à l'avant-garde de la médecine française en milieu tropical, contrairement à tous les pays d'Amérique centrale où il y a des biais à la fois matériels et puis également organisationnels. Il faut bien savoir que faire des échographies prénatales gratuites et obligatoires n'existe tout simplement pas dans la plupart des pays d'Amérique centrale et du Sud. Donc à ce titre, les Antilles et la Guyane sont en avance par rapport à l'Hexagone et sont en avance par rapport aux pays tropicaux qui n'ont pas les moyens dont nous disposons ici. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis merci pour votre travail de recherche. Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane où les lycéens de plusieurs établissements se mobilisent pour une cause commune. Ils réclament tous plus de sécurité aux abords de leur établissement et la réfection de leur salle de cours. Et puis dans notre JT des communes, nous irons au François à la rencontre de Joseph Loza qui se prépare à remplacer Maurice Antiste à la tête de la commune. Mais avant, parlons du premier séminaire interrégional de la FIAPA, la Fédération internationale des associations des personnes âgées, qui a commencé aujourd'hui. Le thème « Droit et lutte contre les maltraitances et la coopération régionale ». L'accent était mis ce matin sur les maltraitances financières. Chaque année en France, ce sont 25 000 cas qui sont déclarés. Voyez les précisions recueillies par Loïc Richis. La maltraitance financière, c'est effectivement un des fléaux les plus importants aujourd'hui. C'est-à-dire que petit à petit, plus une personne est âgée, plus elle a tendance à être isolée, solitaire, et plus les prédateurs s'en donnent à cœur joie. Soit parce qu'ils peuvent ainsi pénétrer sa confiance à quelqu'un qui est prêt à l'accorder tant elle est seule, soit parce qu'il s'agit de membres de la famille qui, peut-être très tôt au niveau de la vie de cette personne, décide de s'en attribuer les biens. Parfois, ce sont tout simplement des voisins, parfois, ce sont des inconnus qui viennent s'installer soit dans la confiance, soit éventuellement dans la pression et dans la peur, parce qu'il existe aussi des prédateurs violents, là, et qui font en sorte d'abuser financièrement de la personne, c'est-à-dire de lui prendre ses ressources ou de lui détourner ses ressources ou de lui vendre des biens dont elle n'a pas besoin ou de faire en sorte de monopoliser ses ressources et de les dépenser à leur seul profit et à l'encontre bien sûr du profit de la personne. Emmanuel Macron rend hommage aux sapeurs-pompiers pour leur bon et loyaux service. À l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée à Paris, le président de la République a félicité ceux qui ont prêté main forte aux populations frappées par les ouragans comme Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 2 Guyanais faisaient partie des courageux félicités. Nos correspondants les ont rencontrés. Regardez. C'est sous les lustres à facettes du grand salon du Palais de l'Élysée que le président de la République a rendu hommage vendredi soir aux soldats du feu venus de tous les départements. Le président a rappelé le dévouement des pompiers dans la lutte contre les feux de forêt cet été en métropole et leur remarquable intervention en Outre-mer après le passage des ouragans qui ont ravagé Saint-Martin, Saint-Barth et frappé la Guadeloupe et la Martinique. Ce que vous avez réalisé, c'est l'un des plus grands ponts aériens et maritimes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quel que soit aujourd'hui votre statut, votre rôle, vous faites partie des héros de la République. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ce qui s'est passé ces derniers mois en France a été très dur pour nombre de nos territoires, pour une bonne partie de notre population, parfois éminemment traumatisant. Mais chacune et chacun dans votre condition, vous avez été désengagés. Vous avez risqué vos vies, vous avez aidé, vous n'avez pas compté vos heures,
Vous n'avez parfois plus vraiment distingué le jour de la nuit. Alors la République est fière de vous. Et la République continuera, dans les années qui viennent, à accompagner ce que vous êtes, parce que nous en avons besoin. Alors pour tout cela, merci. Vive la République et vive la France. Des paroles qui ont réchauffé le cœur des participants, parmi lesquels se trouvent les membres de la délégation guyanaise, conduite par le patron des sapeurs-pompiers de Guyane. Nous ne sommes pas des héros, mais nous sommes humblement des hommes qui essaient de faire leur métier de la meilleure manière qui soit. Le sens de notre intervention, surtout, ce que je voulais toujours démontrer, c'est que la Guyane peut et doit être le support des secours pour la Caraïbe et pour les Antilles. Nous sommes un département où il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas trop de tremblements de terre, et nous sommes, disons, un peu secure, comme diraient les Anglais, de manière à pouvoir, à partir de la Guyane, lancer les premiers secours sur les Antilles. 25 sapeurs-pompiers guyanais ont été engagés à Saint-Martin, aux îles des Saintes et en Guadeloupe. Alors à Saint-Martin, nous avions plusieurs spécialités, déblaiement, grimpe et sauvetage. Et donc nous avons eu à faire surtout du déblaiement, de la réhabilitation de certaines habitations et du ravitaillement en eau et en nourriture. Et nous, les infirmiers et infirmières, nous avons dû prodiguer des premiers soins. Cet honneur rendu aux pompiers professionnels ou volontaires ici à l'Élysée est une première et est perçu avec satisfaction. Oui, c'est une certaine reconnaissance du travail, ce que nous amenons pour l'autre, parce que nous savons nous dévouer pour les autres. C'est surtout cela. Tout en restant assez humble, hein, toujours dans l'humilité, mais c'est très important quand même d'avoir une certaine reconnaissance. On en a besoin aussi. Direction la Guyane justement, où la grogne des lycéens se poursuit. Les élèves de plusieurs établissements se sont mobilisés aujourd'hui pour protester contre l'insécurité qui règne aux abords de leurs écoles, mais aussi la vétusté de leurs locaux. Voyez ce reportage de Gaël Wassim. C'est dans une atmosphère de ras-le-bol général que les lycéens de Melchior-Égaré ont manifesté ce matin devant leur établissement. Plusieurs problématiques dues notamment à l'insalubrité de l'établissement et des emplois du temps aléatoires. Le lycée est rouillé, on voit quand il pleut, il y a l'humidité qui passe. C'est un peu... En fait, on a l'impression que le lycée tombe en ruine. Il y a eu la rentrée qui a été chamboulée. On n'a pas nos emplois du temps fixes. On commence à en avoir marre. Même son de cloche pour les élèves du lycée Félix Eboué qui avaient déjà débrayé la semaine dernière pour toutes ces problématiques. Si un rendez-vous a déjà été donné par le rectorat ce mercredi, les élèves regrettent le manque de réponse par la CTG. Ça fait plus de 5 ans que nous faisons des demandes à la CTG. Ils le savent très bien. Ils connaissent la situation de chaque lycée. Alors c'est pour ça que maintenant nous sommes mobilisés. Si vous regardez bien, nous ne sommes pas les seuls lycées à être mobilisés. Nous sommes à 3 ou 4 à être mobilisés de couleur blanche pour faire comprendre que c'est les mêmes attentes et qu'il y a un ras-le-bol, qu'il faut que ça cesse et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça change. Quelques kilomètres plus loin, les lycéens de Léon Gontran Damas ont érigé un barrage filtrant devant leur établissement. Le constat reste le même. Donc si nous on a un problème, on se dit que tous les autres lycées aussi c'est les mêmes problèmes qu'ils ont. Donc je pense que ce qu'on devrait faire c'est être solidaire et montrer que voilà quoi, que plus on est fort, et puis ils vont se dire qu'il y a un problème et que ce n'est pas qu'à Damas, que c'est partout. Il faut qu'il y ait une force de cohésion. C'est la lutte pour la jeunesse. Nous nous sommes axés sur la jeunesse et nous sommes des parents et d'élèves également. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, derrière eux, et bien solidement. Soutenus dans leur mobilisation par les collectifs des 500 frères et Trop Violence, une grande marche lycéenne sera organisée pour demain. Place au sport avec un retour sur les événements qui ont marqué le week-end. Victoire de Louis-Michel Abator au Woulib hier, prise de pouvoir du club franciscain en football ou encore reprise des championnats de basket et de volley-ball. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Lechertier. La 4e édition du Woulib s'est déroulée hier à Balata. Si environ 500 trailers y ont pris part, le plus rapide au terme des 23 km, c'est Louis-Michel Abator du club Tchembered. Il parcourt la distance en 3h21 et remporte ce trail pour la 2e année consécutive. Chez les femmes, Laure Georgeon s'impose en 4h10. En triathlon, la Martinique termine 5e des Carifta qui se sont déroulés ce week-end à la Barbade. Cette première édition qui a rassemblé des jeunes âgés de 8 à 15 ans de 30 pays a vu la victoire de la Guadeloupe devant la Barbade et Trinidad. En VTT, le Madina Bikers a participé ce week-end au Walk d'Azur à Fréjus dans l'Hexagone. Dans la catégorie minime, Emmanuel Oukou a disputé le Kid Walk, un parcours de 8 km. Il termine 19e sur 254 concurrents.
Sport collectif en football, à l'issue de la 3e journée du championnat de Régional 1, le champion en titre est déjà aux commandes. À noter également la bonne performance de l'Aiglon qui a battu à l'extérieur le Golden Lion. Victoire du CS Casse-Pilote, du Club Colonial et de la Samaritaine partagent des points dans les autres rencontres. Le club franciscain, l'Aiglon, le Golden Star et le New Star trustent les premières places. Football toujours, mais au féminin, le championnat qui a débuté samedi par la 2e journée a vu la victoire du RC Saint-Joseph de toute saison et de l'US Lorinoise. Le RC Rivière-Pilote a lui partagé les points avec l'émulation. En handball masculin, la 2e journée du championnat de pré-national a été marquée par les succès de l'Espoir de Floréal, du TS franciscain, de l'ASC du Cos et de la Gauloise. Les franciscains sont leaders devant Floréalais, Citronnais et Trinitéens. Chez les femmes, le match phare, entente AS Mondeses Gauloise contre l'Arsenal, a débouché sur un match nul. Score nul également entre le TS franciscain et l'Aiglon, victoire de l'USC Citron et du RC Lorrain. Au classement, les Citronnaises ont 1 point d'avance sur l'Arsenal, l'entente AS Mondeses Gauloise et l'Aiglon. En basket féminin, le choc de la première journée du championnat de National 3 a tourné à l'avantage des Joséphines. Le Golden Lion a battu l'Éclair 69-49, victoire des Black Stars et de la Gauloise. Chez les hommes, l'USAC, le Golden Lion, le SC Lamantinois et le Wax se sont épousés. En volleyball masculin, la première journée du championnat a vu les victoires du Good Luck et de l'Espoir. Toujours en excellence, mais chez les femmes cette fois, victoire logique de l'Espoir et de l'Éveil. La surprise est venue de la défaite du Rayon, battue par le Good Luck 3-0. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au François, qui va bientôt changer de maire. Maurice Antiste, vous le savez, a été réélu sénateur et doit laisser sa place en raison de la loi du non-cumul des mandats. Déjà en déplacement pour ses fonctions de parlementaire, il est remplacé pour l'instant par son 2e adjoint, Joseph Loza. Hubert Bornil et Michelet François l'ont rencontré. Regardez. Qui pour endosser le costume de maire? L'AG Loza. On ne peut pas dire que cette question turlupine véritablement les franciscains, avec l'exception évidemment de l'opposition, en tout cas pour ce que nous avons pu recueillir dans la rue. J'ai entendu M. Loza. Ah ouais? Et pourquoi l'autre ne se présente pas? Ah, parce qu'il n'avait pas. Moi, pourquoi tu n'as rien? Au contraire, si vous attendez, moi. Il a déjà quelqu'un. M. Loza, c'est ce que j'ai entendu à la radio. C'est M. Loza. Il s'y connaît comme tout le monde en politique, donc il n'y a pas de problème. Il quittait, mais il a toujours adjoint. Et puis il a passé un grand expérience de la vie. Moi, je ne suis pas pour M. Loza, oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas pour Loza. Alors, c'est soit M. Loza ou Mme Tino. À vrai dire, le sujet ne passionne pas les franciscains. Il semble avoir déjà acté, par exemple, que Maurice Antiste ne sera plus aux affaires de la commune. Quant à l'éventualité d'une dualité entre le premier et le 2e adjoint, là non plus, aucune émotion particulière. Le choix de Joseph Loza apparaît même comme une suite logique. Quand j'ai dit oui à Maurice Antiste pour cette dernière mandature, je lui ai dit oui pour aller jusqu'au bout de la mandature. Il se trouve que la loi est passée par là et que Maurice ne peut pas finir la mandature. Il nous demande dans l'ordre du tableau à Roger Lagier puis à moi de continuer. Nous ne pouvons que continuer parce que nous avons pris un engagement. Je souhaite et je ferai tout pour que le mouvement populaire franciscain continue à diriger le François comme ce mouvement l'a si bien fait jusqu'à maintenant. Roger Lagier, que nous avons joint par téléphone, assure que la mission ne le tente pas. Après un long parcours politique, l'homme pense déjà à sa petite retraite. En revanche, du côté de l'opposition initiative franciscaine, on observe et on commente. Quel que soit celui qui va remplacer le maire du François, M. Antiste, eh bien nous serons toujours donc dans l'opposition parce qu'effectivement nous constatons que la ville n'est pas bien gérée, qu'il y a des manquements, il y a des infrastructures qui tombent en ruine et ce n'est pas normal. Donc nous allons toujours continuer à être des opposants. Voilà qui donne en quelque sorte le là de la prochaine élection municipale en 2020. D'ici là, il va falloir attendre le 24 au plus tard pour connaître le nouveau maire du François.
Information pratique avant de refermer cette édition, à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking de l'hypermarché Carrefour Dillon à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, Régine Germani arrive dans un instant avec Mon Check Pays. À tout de suite.